Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Ségur du numérique en santé, dédié particulièrement au SONS, donc le système ouvert non sélectif pour les demandes de solde du couloir radiologie. Comme pour tous les webinaires de l'agence, celui-ci sera disponible en replay sur le site de l'ANS avec le support de présentation. Et n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Voilà, je passe la main à nos intervenants du jour et bon webinaire à tous. Eh bien, bonjour à tous. Nous tenons avant tout à vous remercier de votre présence et de votre participation à ce webinaire SONS, en espérant qu'il puisse vous apporter tous les éléments de réponse nécessaires à cette procédure en fait de demande de solde. Avant toute chose, je souhaitais vous faire un petit focus sur le sommaire et vous présenter les grandes étapes en fait de cette présentation, qui vont se dérouler donc sur 3 grands axes. La première, en fait, comprendra la présentation des différentes parties prenantes, ainsi que votre ressenti, les objectifs également de l'atelier. Nous préciserons également les grandes échéances réglementaires pour le financement à venir. Et en troisième axe, nous aurons donc une présentation du processus de financement dans sa globalité. Nous aurons bien sûr entre-temps un petit temps d'échange pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, je vous invite à interagir directement dans le chat à cet effet. Et puis un petit mot conclusif. Afin de vous présenter les différentes parties prenantes. Donc, pour la partie ANS, je suis Fabien Gutmann, donc chef de projet Ségur, et j'interviens spécifiquement sur les parcours de référencement et de financement. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Jean-Christophe Turbat, qui est notre directeur de programme, qui a été mobilisé par ailleurs. Et je vais laisser en parallèle mes collègues de l'ASP se présenter directement. Bonjour, donc Majouba de Maison, donc de l'agence de services et de paiement. Je suis en charge en fait de la mise en place et du pilotage de toute la partie instruction des demandes de financement. Et à ce titre, je suis accompagnée de Nadine Gonsonicli et Michel Maisonnade que je laisse se présenter. Ils ne sont peut-être pas encore arrivés, du coup je vais prendre la main. Moi je suis Céline Vasse, je suis au pôle support de l'ASP. Je suis là pour répondre aux problèmes techniques qui concernent le dépôt des JSON et des pièces justificatives et également les différentes anomalies que vous nous faites remonter lors de votre utilisation du portail. Et donc, pardon, Michel Maisonnade, effectivement, donc je suis avec Majouba sur le pôle plutôt gestion, instruction des dossiers, contrôle et procédure. Et donc Nadine est connectée. Nadine, il faut appuyer sur le bouton participer. J'essaie de forcer la connexion. Bonjour, donc Nadine, je suis la DR Bourgogne-Franche-Comté et effectivement je participe à cette émission pour les demandes de Ségur numérique en santé. Très bien, merci Nadine. Et donc, avant de démarrer, on vous propose un petit sondage afin de recueillir votre ressenti sur la procédure de financement qui est très simple et très rapide à compléter pour mesurer un petit peu votre niveau de compréhension quant aux démarches qui sont à suivre pour déposer les demandes de solde à l'ASP. On va attendre que tout le monde ait répondu pour pouvoir voir les résultats. Donc c'est plutôt très très positif puisque la tendance est quand même à une bonne compréhension du dispositif. Je
Je vous propose de passer aux objectifs de l'atelier et ensuite on pourra enchaîner directement sur une présentation beaucoup plus détaillée du dispositif. Donc vous l'aurez compris, donc les objectifs sont de vous confronter à la procédure de financement dans sa globalité, et notamment spécifiquement sur la demande de solde. L'objectif étant en fait de vous faciliter l'appropriation de la démarche et de fluidifier les opérations, et également de vous présenter l'ensemble des éléments opérationnels et concrets de la procédure et l'ensemble des prérequis pour pouvoir acquitter cette demande de solde, puisque votre réussite à cette étape eh bien, constitue également la nôtre qui vous accompagnons au quotidien sur ces sujets. Et puis, comme je l'ai précisé en introduction, donc en fin de réunion, n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti et ce sera aussi l'objet d'un temps d'échange, notamment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et n'hésitez donc pas à interagir aussi au fil de l'eau, au travers du chat. Nous y répondrons directement en direct. Et je cède donc la parole à mes collègues de l'ASP. Merci Fabien. Donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet du dépôt de la demande de solde, on voulait juste vous remettre en mémoire, même si maintenant voilà, vous êtes plutôt habitués à notre méthode justement et aux différentes sous-étapes de l'étape de financement. Donc, la première partie de l'avance étant clôturée depuis le 30 novembre 2022, vous êtes actuellement en déploiement de vos solutions logicielles sur les différentes instances de vos clients. Ce qui veut dire que donc vous êtes en train de faire la réalisation de la prestation Ségur et à l'issue de cette réalisation, vous allez pouvoir obtenir les vérifications d'aptitude signées de vos clients ou tout simplement donc éditer la mise en ordre de marche vous-même. Donc, soit l'un, soit l'autre vont faire l'objet donc d'un document justificatif venant appuyer votre demande de solde, accompagné également de la facture. Et donc, une fois que vous avez la facture, l'AVA ou la MOM, vous allez pouvoir déposer votre demande de solde. Vous savez que ce dépôt est réglementé par une date limite qui est fixée aujourd'hui au 28 avril 2023 à 14 heures. Passé cette date et cette heure, vous ne pourrez plus déposer de demande de solde. Et à l'issue donc du dépôt, vous allez voir votre demande instruite et lorsque elle aura été donc validée, vous recevrez donc le versement généralement correspondant à 70% du montant total de la prestation Ségur. Et bien évidemment, comme vous le savez, tout dispositif ne se termine pas justement à cette partie-là, mais il y a également derrière des contrôles a posteriori qui peuvent arriver. Donc, au niveau de ces étapes-là, ce qu'on peut en fait surtout vous préconiser, c'est déposer votre demande de solde dès que vous avez récupéré la vérification d'aptitude, si vous êtes dans le cas d'une vérification d'aptitude signée, et l'édition bien évidemment de la facture, ou dès que vous avez édité votre MOM et facture. N'attendez pas, déposez votre demande dès que vous avez ces éléments-là. Donc voilà, c'est vraiment les préconisations qu'on vous apporte sur ces étapes de financement. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur comment déposer la demande de solde, même si certains d'entre vous sont bien familiarisés. Et là, Céline, je te laisse présenter justement la partie contrôle des formulaires. Oui, merci. Donc, cette diapositive, elle est là pour vous montrer que le principe du dépôt de la demande de solde correspond au dépôt de la demande d'avance, avec une différence, bien sûr, comme vous voyez en haut, c'est que cette demande de solde, elle est liée, conditionnée au fait que la demande d'avance, donc qui correspond avec un même numéro ASP, est au statut paiement effectué. Tant que ce statut n'est pas atteint, que vous n'avez pas reçu le virement, vous ne pouvez pas déposer de demande de solde. Ça sera rejeté. Donc, le principe est simple. Vous, en tant qu'éditeur, vous vous connectez au portail et vous déposez votre fichier JSON. Des contrôles automatiques qui sont lancés, le premier portant sur le format. Si le format attendu n'est pas présent, enfin ne correspond pas au document que vous avez déposé, eh bien le fichier est rejeté dans sa globalité avec juste un message disant que le format n'est pas conforme. Si cette étape est franchie, alors il y a d'autres types de contrôles qui vont s'effectuer sur chacune des demandes qui sont incluses dans le JSON, puisque le JSON peut être comporté de plusieurs demandes. Ici, par exemple, on dit qu'il y en a 4. Il y aura donc un contrôle sur les 4 demandes du JSON et
Si une est en anomalie, alors le JSON est rejeté avec un code de traitement et une information donc liée à l'erreur concernant la ligne de demande en anomalie. Si tout passe, si toutes les demandes sont conformes, donc dans le cadre de ces contrôles automatiques évidemment, alors vous pourrez ensuite déposer les pièces justificatives qui suivent et dans le cadre de la... Pardon. Et dans ce cas-là, là aussi, des contrôles automatiques en temps réel se font qui vérifient en particulier le format et le nommage des pièces jointes qui sont attendues avec un JSON solde. Donc, dans le cas où, pour reprendre, puisque nous avons déjà eu cette question, dans le cas où un JSON est rejeté parce qu'une des demandes sur les 4 est fausse, vous avez la possibilité soit bien de corriger le JSON initial et de le redéposer, et les 4 passeront d'un coup, ou alors de reposer un JSON avec les 3 bonnes immédiatement, et puis les 3 pièces, enfin le 3 groupes de pièces justificatives qui sont liées à ces 3 demandes ensuite, et redéposer un JSON avec la demande que vous aurez corrigée ultérieurement pour la passer avec ces pièces justificatives. Donc, ensuite, on va passer à la diapositive suivante pour parler des éléments qui sont attendus dans une demande de solde. Alors, le dossier de demande de financement, il est constitué d'une avance et d'un solde. Comme j'ai dit, la solde est liée à la demande d'avance. Donc, pour cela, il y a des éléments attendus d'identification qui doivent être présents sur le JSON. Ce JSON, bien sûr, est un JSON spécifique au solde et n'est pas le JSON de la demande d'avance. Donc, pour que les demandes de solde soient reliées à la demande d'avance, il faut déjà que le numéro du dossier JSON soit identique au numéro qui a été indiqué sur l'avance. Et ce numéro était donné au moment du dépôt de l'avance, c'est le numéro ASP. Donc ici, FINRAD et puis les chiffres qui suivent. Ensuite, pour rappel, le numéro éditeur que vous aviez indiqué lors du dépôt de l'avance, qu'on retrouvait donc sur une balise numéro éditeur et ensuite sur le nommage des documents pièces jointes, doit être repris à l'identique sur votre demande de solde. Ce ne peut pas être un autre numéro, sinon ça ne passera pas. Et enfin, il faut identifier le demandeur, c'est-à-dire vous, et donc c'est votre SIRET qui doit se retrouver sur le JSON solde et normalement est le même que sur la demande d'avance. Dans le cas où il y aurait une modification au niveau de la structure de votre structure en tant que fournisseur, il est impératif que vous nous préveniez de façon à ce que nous puissions mettre en place les modalités qui permettront de faire reconnaître votre demande de solde et l'associer avec la demande d'avance précédente. Ensuite. Donc, après ces éléments qui vous ont été présentés par Céline pour vous permettre en fait de faire le lien avec la demande d'avance, hein, donc les éléments qui permettent d'identifier et de se dire que c'est bien la suite. On va donc maintenant s'intéresser plus précisément à la demande de solde et aux documents qui la composent et qui doivent être déposés. Donc, il y a le JSON, bien évidemment, que vous allez devoir compléter, comme vous l'a dit Céline, et qui a un format assez spécifique. Et vous pouvez donc le télécharger directement sur le site de l'ASP, avec un certain nombre d'informations à compléter et qu'on verra justement par la suite. Accompagné de ce JSON, vous devez avoir une facture éditée au nom du professionnel ou de l'établissement, en tout cas de votre client final. Hein. Donc, vous, ce sera certainement donc, du coup le Sirène qui possède l'instance logicielle. Et à côté de ça, donc, vous allez avoir, en plus de la facture, soit déposer une déclaration de mise en ordre de marche dans le cas où l'ensemble des 3 transmissions, donc vers le DMP, par la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne, est assurée directement par le logiciel, objet de la prestation Ségur, que vous mettez à disposition de votre client, ou, et on dit bien ou, une attestation de vérification d'aptitude si l'une des 3 transmissions citées dessus, donc DMP, MSS Pro ou MSS Citoyen, est elle assurée par un logiciel distinct de votre logiciel
et de celui en tout cas objet de la prestation Ségur. Donc voilà les 3 éléments en fait nécessaires au dépôt de la demande de sol, le JSON, la facture et soit une mise en ordre de marche, soit une vérification d'aptitude. À partir de là, on voulait quand même malgré tout vous faire part de certaines bonnes pratiques nécessaires à la réussite en tout cas de la validation dès le premier coup de votre demande. Premièrement, c'est la facture. Donc la facture doit comporter des éléments obligatoires. Ces éléments sont définis dans la réglementation, mais aussi des éléments spécifiques au Ségur. Notamment, je parlais tout à l'heure du sirène, vous devez identifier votre client par le sirène. La liste des différents éléments qui sont contrôlés obligatoires sont disponibles en page 97 du document modèle de document bande commande MUM VA disponible sur le site de l'ASP. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vérifier régulièrement ce document-là. Cette facture, au-delà donc de comporter des éléments obligatoires, donc vous allez bien évidemment, comme toute facture, indiquer un montant. Et là, vous allez indiquer donc le montant total. Ce montant total doit correspondre au montant total de la prestation Ségur, avance comprise, et non pas seulement les 70%. Et ce montant total doit correspondre au montant que vous allez devoir également indiquer dans votre fichier JSON au moment donc de le déposer. En ce qui concerne les déclarations de mise en ordre de marche et les vérifications d'aptitude, donc vous avez à votre disposition également des modèles sur le site de l'ASP, toujours sous le document appelé SONS modèle de document, bande commande MUM et VA, puisque ces documents-là doivent contenir également certains éléments obligatoires pour s'assurer que la prestation a bien été réalisée et que des vérifications ont été faites. J'attire juste votre attention sur la vérification d'aptitude. Un procès-verbal de recette, même signé, ne constitue pas une vérification d'aptitude. Une vérification d'aptitude doit émaner du client final qui s'engage au fait de dire oui, mon éditeur, mon fournisseur en tout cas, a fait le nécessaire. On peut passer à la slide suivante. Donc, au-delà de ce formalisme qu'on vient de voir des 3 documents, donc, on va également, en tout cas côté instruction des dossiers, vérifier la cohérence des informations. Donc, la cohérence entre la MOM et le JSON au niveau du scénario d'installation. La cohérence, si c'est une VA, entre la VA et le JSON au niveau du numéro de sirène client final, au niveau de la liste des RPPS et des finesses, et au niveau des scénarios d'installation. Et la cohérence entre votre JSON et la facture au niveau du SIRET, on s'assure qu'il soit identique, au niveau de la date d'émission de la facture, comme je vous l'ai dit précédemment, du montant Ségur hors taxe et également au niveau du numéro sirène de votre client. Donc, la cohérence de ces éléments sont un passage vraiment obligatoire et si tout est bon et que tous les éléments obligatoires sont en plus présents dans vos documents, c'est la réussite d'une réception, en tout cas d'une validation de la demande dès le premier dépôt. Alors, sur les diapositives suivantes, on va parler du scénario d'installation, que vous voyez donc le 3e bloc de cette diapositive. Et on va commencer par le numéro identifiant DMP. Alors, ce numéro identifiant DMP, récemment, il a été formalisé. C'est-à-dire que jusqu'à il y a à peu près 10-15 jours, on n'avait pas de règles spécifiques, mais depuis à peu près 15 jours, il faudra qu'on retrouve la date exacte, les règles sont les suivantes. Il doit être composé de 10 ou 15 chiffres exactement. Et donc, en fonction des modalités de connexion du logiciel, ce numéro, il sera constitué soit du numéro identifiant associé que vous voyez sur le tableau en dessous, entouré en orange. On a un numéro identifiant associé. On a le libellé identifiant, ce qui permet de savoir de quoi il retourne, enfin quel type ensuite de code prendre. Et donc, en fonction des modalités de connexion de votre logiciel, le numéro DMP, ce sera le numéro identifiant associé, par exemple 4, suivi des 14 chiffres du RPPS rang ou RPPS cabinet, cela dépend comment vous l'appelez. Et donc là, on arrive bien à 15 chiffres. Et de même, si après vous devez faire référence aux finesses géographiques ou aux finesses juridiques, on aura donc 5 pour le finesse juridique et 6 pour le finesse géographique, ce qui amènera donc à 10 le nombre de caractères du numéro d'identifiant DMP.
Ensuite, les adresses messagerie de santé, les adresses sécurisées de santé professionnelle et citoyenne doivent respecter quelques conditions, donc de quelques formes. Elles doivent être complètes. On ne met pas un nom de domaine seul, cela ne suffira pas et ça ne sera pas recevable. Et puis, d'une façon plus pratique, si plusieurs adresses sont utilisées généralement dans les structures, il est préconisé de donner l'adresse la plus active de façon à pouvoir être contacté lors de futurs contrôles a posteriori, enfin éventuels, et ne pas manquer donc ces courriers. Et enfin, donc le scénario d'installation. De ce scénario d'installation, en fait, enfin scénario installé, va dépendre du document que vous allez produire en pièce justificative, c'est-à-dire la VA ou la MOM. Et donc, sur le JSON, cela revient à indiquer dans le cas d'une... Enfin, si vous devez fournir la MOM, c'est que vous avez indiqué que votre scénario indique que les 3 transmissions se font avec votre logiciel Ségur. Et dans ce cas-là, vous avez sur le JSON isDirect ou DMP, donc va directement au DMP vrai, et vous mettez évidemment l'identité, le numéro d'identifiant DMP. De même, vous avez dit que la messagerie, la transmission se faisait directement donc sur la messagerie pro, donc un vrai, et vous indiquez l'adresse mail de la boîte pro, et de même pour l'adresse de la boîte citoyenne. Dans le cas où votre logiciel n'assure pas toutes les transmissions, donc au moins une de ces 3 balises sera indiquée à false, faux. Donc soit, et ici sur la copie d'écran, nous avons dit que la messagerie, enfin la transmission se faisait directement au DMP, elle se faisait directement sur la boîte pro. Par contre, elle ne se faisait pas directement, elle ne donnait pas accès directement à la boîte citoyenne. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on attend de vous que vous nous déposiez une VA comme document justificatif. Donc, ça fait partie des choses qui sont vérifiées lors de l'instruction de votre dossier, la cohérence des informations du JSON et du document justificatif associé. Et donc, dans le cadre des documents que vous pourrez trouver sur les modèles, vous pouvez voir qu'il y a des cases à cocher sur la VA en particulier. Et donc, il va de soi que pour pouvoir cocher les cases de la VA sur votre document, eh bien, tout doit avoir été testé et attesté, ce qui permet d'attester de leur fonctionnement d'une façon ou d'une autre. C'est terminé pour cette première partie, donc nous sommes prêts à répondre à vos questions si vous en avez. Oui, n'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Clairement, pas de questions dans les médias. Si, nous en avons une. Donc, de Madame Vidal. Si nous avons changé de tirette entre l'avance et le solde, comment vous le fait-on savoir? Par l'aide assistance ou sur le portail? Je prends donc, du coup la question par l'assistance utilisateur. D'ailleurs, vous pouvez y accéder à l'assistance utilisateur directement sur le portail privé. Mais effectivement, vous nous faites un mail par l'assistance utilisateur pour nous permettre derrière de faire toutes les modifications nécessaires. Merci Majouba. N'hésitez surtout pas. Si d'autres questions vous viennent à l'esprit ou des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez besoin de précision,
N'hésitez surtout pas. On passe à la suite et puis ça mettra Et on plus va de passer. temps pour en Oui, fin de session. on aura un temps d'échange de toute façon en Oui, fin de session, oui. effectivement, où vous aurez aussi la possibilité de poser les questions qui vous viendraient à l'esprit durant ce temps. Eh bien, poursuivons. Poursuivant. Donc là, on a voulu en fait mettre un paragraphe spécifique sur les évolutions du périmètre, notamment RIS et du périmètre de vos clients entre l'avance et le solde, et vous mettre à votre disposition en fait les différents cas qu'on a pu imaginer et derrière comment au niveau du portail et au niveau de votre JSON, comment c'est accueilli. Si d'abord, on parle de votre périmètre de client, donc Sirène. On a imaginé donc plusieurs cas. Bon, le cas numéro un, c'est il n'y a aucune modification entre l'avance et le solde. Vous avez le même Sirène entre l'avance, le même Sirène entre le solde, hein. Il n'y a rien à dire, tout est pareil, on n'a pas de modification à réaliser. Ensuite, on a imaginé que entre le moment où vous avez déposé l'avance, vous avez réalisé la prestation et le moment où vous venez d'arriver, au niveau du solde, en fait, il y a un Sirène supplémentaire qui est, sur l'instance. Alors sachez que ce cas-là, en fait, n'est pas recevable. Vous allez être rejeté directement à l'import. On garde le même, heu, périmètre de bénéficiaire client qu'à l'avance. Par contre, si vous aviez 2 sirènes, pour une instance et qu'en fait, l'un d'eux a cessé son activité ou autre et vous en retrouvez plus qu'avec un seul, le cas, au niveau des contrôles automatiques, sera passant. Et après contrôle, de nos instructeurs, en fait, vous recevrez une décision d'attribution modificative dans laquelle, en fait, vous ne verrez plus qu'un seul client bénéficiaire sirène et non plus 2. Et le troisième cas, c'est la modification, un rachat, d'un des sirènes ou du seul sirène s'il y en a qu'un seul. Alors le cas aujourd'hui effectivement, c'est rejet automatique. Donc si jamais parce effectivement c'est possible, vous pouvez rencontrer des rachats entre, l'avance et le solde. Si jamais le cas se présente, c'est comme un petit peu quand on parlait d'ailleurs du SIRET, de votre SIRET à vous tout à l'heure, eh beh, il faut que vous nous contactiez via le support de l'ASP pour nous le signaler et qu'on fasse les modifications nécessaires pour vous permettre de déposer votre demande de solde avec le nouveau Sirène. Et là, pareil, à l'issue de l'instruction, vous aurez une décision modificative qui va indiquer bien le nom donc du nouveau Sirène et supprimer l'ancien qui était au moment de l'avance. Donc là, c'est le périmètre vraiment client Sirène. Maintenant, on va passer sur les évolutions possibles du périmètre RIS entre l'avance et le solde. Normalement, il ne devrait pas y en avoir puisque dans le cas de la radiologie, hein, c'est assez spécifique. On utilise un périmètre RIS de l'année 2021 pour les AM, de l'année 2019 pour les finesses. Mais il peut y avoir malgré tout des évolutions ou des erreurs qu'on a constatées, etc. et qui peut conduire à l'ajout, suppression, modification. Donc là, pareil, on a imaginé plusieurs cas. Donc, on va faire défiler et on va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer derrière si justement vous êtes concerné. Donc, le cas 1, je pense que c'est celui qu'on va rencontrer le plus, c'est qu'il n'y a aucune modification entre l'avance et le solde. Ce périmètre-là est identique. Donc, le cas 2, eh bien, vous voulez rajouter un AM supplémentaire. Donc, au niveau du JSON, ça va être passant, hein. Vous ne serez pas bloqué. Par contre, il faut savoir qu'à suite au niveau de l'instruction, Heu, en fait, on va vous signaler qu'effectivement que vous avez ajouté un numéro d'AM de plus que ce qui était présent à l'avance, que c'est tout à fait possible. Par contre, ce nouveau numéro ne sera pas pris en compte dans le calcul de l'aide. Si jamais, par exemple, il peut être mené à modifier la tranche, on restera sur le calcul qui a été fait au moment de l'avance. Il en est de même pour la partie, cette fois-ci, finesse géographique. Ça se passera exactement de la même façon avec l'ajout d'un nouveau finesse géographique au moment du solde. Donc vous pouvez le faire, mais par contre, ça ne changera pas le montant de l'aide calculé, même si cet ajout-là modifie la tranche. Dans les cas, c'est allé un peu trop vite. Dans les cas 4 et 5, là, on parle de la suppression entre l'avance et le solde. En fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une erreur, il y avait un numéro d'AM en trop. Exactement la même chose également pour un finesse géographique en trop. Donc là, ça va être passant.
Et là, du coup, vous, par contre, ça peut avoir un impact sur le montant engagé et payé, qui peut être diminué si la M en question, si le finesse en question impacte la tranche. Donc, on reverra du coup le montant total et vous devez refaire aussi le calcul et nous présenter un montant total qui correspond à ce qui est présent au moment du solde, avec la M en moins ou le finesse en moins. Et enfin, les cas 6 et 7, c'est une substitution. Une substitution d'un AM ou d'un finesse par un autre. Donc là, c'est une combinaison un petit peu des cas que l'on a vus précédemment. C'est que ça va être passant. Par contre, au niveau du calcul, celui qui a été au niveau du calcul de l'aide, celui qui était présent à l'avance et qui ne l'est plus au moment du solde peut toucher du coup la tranche et du coup le montant, et on ne tiendra pas compte du nouveau qui a été rajouté au moment du solde. Et ça, que ce soit pour le numéro d'AM ou pour un numéro de finesse géographique. Donc, les situations sont passantes automatiquement, mais derrière, voilà, ça peut impacter effectivement le montant plafond si, comme je vous le dis, le numéro d'AM en question, le finesse, modifie la tranche à la baisse. Voilà, c'était des cas assez particuliers et on voulait un petit peu s'attarder sur ce bloc-là puisque ça fait la vie, c'est la vie d'un dispositif, même si normalement sur le périmètre risque, sachant qu'on utilise des données, comme on l'a dit, en 2021 pour les AM et 2019, on devrait être dans des cas où on serait sur un périmètre stricto identique entre l'avance et le solde. Et pour terminer, pour finaliser le solde, donc sachez que sur tout ce que l'on a présenté, une fois que votre demande de solde a été validée, donc si la demande d'avance et la demande de solde est strictement identique, vous recevrez un mail qui indique la validation de votre demande de solde. Alors, il n'y aura aucune décision juridique qui l'accompagnera puisqu'il n'y aura pas de changement. Donc, la décision qui vous a été donnée au moment de l'avance qui prend en compte le montant total de la prestation est largement suffisante et vous aurez le versement des 70% du montant total de la prestation Ségur qui était à verser. Par contre, c'est un écart qui est constaté entre la demande d'avance et de solde. Donc, vous aurez également un mail vous indiquant la validation de votre demande de solde et vous allez pouvoir avoir une décision d'attribution modificative qui accompagne ce mail-là. Vous avez changé, là, comme on vient de le voir, par exemple, le périmètre client, peut-être le périmètre RIS ou votre RIB, vos coordonnées bancaires ou votre SIRET. Donc là, en fait, vous aurez une nouvelle décision, enfin, c'est pas une nouvelle décision d'attribution, mais une décision d'attribution modificative. En fait, elle va mentionner justement les différences entre l'avance et le solde. Et lorsqu'on est sur une modification du périmètre RIS, il se peut que le montant total de la prestation Ségur soit éventuellement revu également dans cette décision modificative. Et il faut savoir qu'une fois que la demande est soldée, tous les éléments peuvent faire l'objet d'un contrôle a posteriori et la présence d'irrégularités pourra entraîner l'émission d'un ordre de recouvrement. Et je crois qu'on en a fini pour la partie solde. Et donc là, comme vous l'a dit Fabien, vous retrouverez en dernière slide tous les liens mis à votre disposition pour retrouver tous les documents nécessaires vous aidant dans le dépôt de vos demandes. On passe aux questions? Oui, on passe aux questions. Nous avons reçu plusieurs entre-temps. Alors, donc, bonjour, notre sirette a changé, mais pas notre sirène. Devons-nous signaler la modification? Oui. Donc, le sirette a changé, mais pas le sirène. Oui, le SIRET, le vôtre, si le SIRET a changé, oui, vous devez absolument nous signaler la modification. Il faut savoir que nous, nos outils de paiement se font sur un SIRET spécifique et non pas sur le SIREN. Et donc, nous devons avoir le SIRET actif et surtout qui vous correspond à l'instant T. Donc, si c'est votre cas, il faut nous envoyer via l'assistance utilisateur votre nouveau SIRET avec les documents nécessaires. Je pense notamment à un extrait CABIS ou des extraits BODAC, etc., qui spécifient bien que vous avez acquis votre nouveau SIRET à telle date.
Ensuite, bonjour, la date de fermeture au 28 avril, donc la date de solde, concerne uniquement le couloir radiologie ou l'ensemble des couloirs? Alors là, je peux répondre. Donc, effectivement, il s'agit de l'ensemble des couloirs. Il n'y a pas que la radiologie. Il y a donc MDV, il y a MS5 donc pour le médico-social. Vous avez également le couloir LGO, le couloir SAS également à venir. Et sur les vagues 2, la biologie également, donc on en a parlé, et également LGO. Donc oui, bien sûr, ça concerne l'ensemble des couloirs. Ensuite, une autre question. Les adresses mail mentionnées dans le JSON sont-elles les adresses émettrices ou réceptrices des comptes rendus? Allô, Majouba? Alors, si on en croit le document le DT JSON solde qu'on vous a, enfin, qui est à disposition, il est indiqué que les adresses boîte MS Pro, par exemple, c'est l'adresse de la boîte de messagerie applicative ou organisationnelle depuis laquelle sont envoyés les envois par MSS Pro. Et pour la boîte MSS Citoyen, c'est donc l'adresse de la boîte de messagerie applicative organisationnelle depuis laquelle sont adressés les envois par MSS Citoyen. Derrière, nous n'avons pas d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Très bien, mais s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose de repasser un petit sondage afin de mesurer votre compréhension quant aux démarches à suivre pour déposer les demandes de solde. Sachant qu'initialement, les résultats étaient très positifs. On espère qu'ils le seront encore plus. C'est bon, vous voyez bien le sondage? Oui, Ah, c'est très bien. On a un taux de 85%, donc c'est très très bien. Certaines personnes ont encore des difficultés, donc eh bien, je vous invite en tout cas à vous rapprocher de nous. Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. N'hésitez pas à solliciter directement le support ANS et le support ASP pour l'ensemble de vos demandes ou d'incompréhension encore que vous auriez. Et si vous avez besoin d'une quelconque assistance, il ne faut surtout pas hésiter. Nous sommes à votre entière disposition sur ces sujets. Nous avons une dernière question. Nous allons en profiter, nous avons un petit peu de temps encore devant nous avant de nous quitter. La décision d'attribution comprend effectivement l'avance et le solde en même temps. Y aura-t-il tout de même l'émission d'un second avis de paiement une fois le solde versé? Tout à fait. Il y aura effectivement, dans le cadre de votre demande de financement, vous aurez effectivement 2 avis de paiement, un dans le cadre de l'avance et le deuxième avis de paiement dans le cadre du solde. Et vous avez, comme vous le savez, accès à ces avis de paiement directement sur le portail. Très bien, merci Majouba. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous en restions là. Nous vous remercions en tout cas de votre participation, de votre attention, et en espérant que ce petit webinaire vous aura apporté les compléments nécessaires à vos demandes de dépôt de solde. Et je le réitère encore une fois, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. En cas de besoin, nous restons à votre entière disposition.
Merci beaucoup Merci beaucoup. et à très bientôt. Merci, bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.